voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Dans la vie, tout a une fin. C'est vrai pour les hommes comme pour les satellites. À l'ESOC, le centre des opérations de l'Agence spatiale européenne à Darmstadt en Allemagne, on surveille, on règle les derniers moments d'un satellite pionnier, le European Remote Sensing Satellite, en français ERS-2. Sa vie opérationnelle s'est terminée le 3 juillet dernier. Les opérations de désorbitage ont alors commencé. On s'approche maintenant de la phase finale. Les deux premières phases consistaient à diminuer l'orbite progressivement. On a atteint l'altitude fixée, à savoir 570 km. La dernière étape consiste à présent à se débarrasser de toutes les sources d'énergie encore à bord et désactiver tous les systèmes pressurisés. Le moment est délicat car pour éviter tout risque d'explosion, il faut brûler tout son carburant, l'hydrazine. On ne peut faire cela qu'à la fin de l'opération de désorbitation. On épuise les réservoirs et aussitôt il faut éteindre les systèmes, couper les émetteurs. Et là, on peut dire que c'est la fin de la mission. ERS-2 restera sur cette orbite basse où il ne présente aucun danger pour les autres engins spatiaux. Cela va durer une quinzaine d'années. Il finira par se désintégrer dans l'atmosphère terrestre. La saga des ERS commence en juillet 1991, il y a plus de 20 ans, avec le décollage d'une Ariane 4 qui emportait ERS-1. Puis en avril 1995, ce fut le tour d'ERS-2. Ces deux satellites de 12 mètres de long étaient pratiquement jumeaux. Cela dit, ERS-2 disposait de plus d'équipements d'observation, dont des instruments radars. Et ça, c'était une première dans l'histoire des satellites civils d'observation. Ces radars leur permettaient d'observer de jour comme de nuit, sans être gênés par les nuages. Leur mission première était l'étude des océans et des glaciers. Ainsi, en 1991, il y eut tout un travail de terrain pour vérifier la qualité des données envoyées par ERS-1. Le centre Nansen de Bergen en Norvège participa activement à ces opérations. Nous étions chargés du travail sur la glace. Ce n'était pas forcément du calibrage, mais de la validation de données. On a donc déployé des bateaux sur place, un brise-glace et plusieurs autres navires. On a envoyé des avions et du personnel au sol pour faire des forages, pour étudier la structure de la surface et ensuite, on a recueilli les données depuis le satellite. On en a tiré des formules mathématiques, c'est donc depuis l'espace qu'on a pu mieux caractériser la glace. En orbite polaire et à une altitude de 780 km, les deux satellites faisaient le tour de la Terre en un peu plus d'une heure et demie. Ils ont travaillé en tandem jusqu'à la désactivation d'ERS-1 en mars 2000. Dès lors, il n'y avait plus que ERS-2 pour remplir la mission. Pendant les 20 ans d'activité de ces deux satellites, toutes les données qu'ils envoyaient parvenaient ici, à Frascati, en Italie, au centre d'émission d'observation de la Terre de l'ESA. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère. À l'origine, l'idée des ERS était d'étudier les océans et éventuellement d'observer les glaciers. Mais ces satellites sont rapidement devenus des instruments essentiels pour toutes les sciences de la Terre. On a ainsi vu affluer des milliers de scientifiques et autant de projets attirés par nos satellites. Le satellite est indispensable à l'étude globale de notre planète. Le fait qu'il repasse périodiquement au même endroit permet de travailler dans le temps et d'élaborer des modèles de température, de vent ou de composition de l'atmosphère. ERS-2 était particulièrement performant dans toutes les observations impliquant des calculs d'altimétrie. Pour la première fois, il a été possible de mesurer l'élévation du niveau de la mer sur toute la surface du globe. Pendant 20 ans, on a donc recueilli de précieuses informations qui ont ainsi permis d'établir le fait que le niveau des océans s'élevait de 1,6 à 3 mm chaque année. Ces satellites ont permis de lancer bon nombre d'activités en Europe et d'accomplir avec succès de nombreuses missions.
Les instruments à bord pouvaient étudier à la fois l'altimétrie, les températures, l'imagerie et la couverture des sols. Autant d'informations qui, combinées, ont permis de réaliser de grandes avancées dans le domaine de la cartographie des zones difficiles d'accès. Prenons par exemple le mont Cameroun. Avant les observations d'ERS-2, sa cartographie était très approximative. À chacun de ses passages, le satellite fournissait de nouvelles informations à chaque fois plus complètes. En 1980, la résolution de la zone était de l'ordre du kilomètre carré. Grâce à ERS-2, elle était près de 1000 fois supérieure. Autre exemple, l'étude de l'Etna, le célèbre volcan en Sicile. Grâce aux observations recueillies par les ERS pendant une décennie, on a pu modéliser graphiquement la pulsation de la zone du cône du volcan. Pour obtenir de tels résultats, il faut avoir à disposition tout un éventail d'instruments performants. Le satellite ERS-2 dispose de 4 instruments. Le premier s'appelle le GOM. Il est chargé de mesurer l'atmosphère, sa composition chimique, que ce soit l'ozone ou le dioxygène. Il y a aussi un altimètre pour mesurer au centimètre près le niveau des océans. Ensuite, vous voyez l'ATSR. C'est un équipement à infrarouge pour calculer de manière très précise la température des océans. Un des équipements les plus caractéristiques, c'est cette antenne. Une antenne radar capable de capter des données même dans le noir et même en cas de nuage. Et puis vous avez ces cornes, quelque chose de vraiment unique. C'est un scatéromètre qui permet de mesurer la vitesse des vents à la surface des océans. Grâce à tous ces instruments, les scientifiques ont pu visualiser et quantifier les avancées ou les reculs de glaciers en Arctique et en Antarctique. Par voie de conséquence, cela a aussi permis une étude plus précise de la composition des océans. Retour à présent à Bergen, en Norvège. Le centre Nansen doit son nom au célèbre explorateur et diplomate norvégien Fridtjof Nansen, un pionnier dans le domaine de la connaissance du pôle Nord. Dans ces locaux, on étudie la dynamique et la physique des glaces, des océans et des vents. Grâce à ERS-1 et ERS-2, nous avons accumulé 20 ans d'informations. Il a donc été possible de suivre tous les changements grâce à une observation permanente pendant toute cette période. Cela nous donne ainsi une meilleure vision des choses et toutes ces données nous permettent de mieux comprendre les phénomènes géophysiques. Sans ces 2 satellites, nous n'en serions pas là aujourd'hui, avec tout ce que l'on arrive à établir en matière de prévision météo et de prévision pour les océans. Pouvoir observer par tout temps est un atout dans les régions arctiques où le réchauffement climatique ouvre sans cesse de nouvelles voies maritimes. Les instruments radars peuvent alors donner toutes leurs mesures. L'altimètre est peut-être le plus simple des instruments de l'ERS. Il fait son calcul directement et en permanence en mesurant l'altitude du satellite par rapport à la surface de l'océan. À partir de ces informations, on peut dresser 3 grands paramètres à la surface des océans: les courants, le vent et les vagues. Les données fournies par les radars permettent, elles, d'établir des cartes interactives. Vous voyez plusieurs caractéristiques intéressantes en lien avec les courants océaniques. Vous le voyez, cela fait un contraste. Mais on a aussi clairement la représentation du vent près des côtes. Là, par exemple, on voit bien les vents qui soufflent depuis les fjords. On peut même visualiser leur puissance. C'est sur cette carte en couleur. Les vents viennent de plusieurs directions. Ceux qui soufflent à 15 mètres par seconde sont en rouge et jaune. Ceux qui soufflent à 5 mètres par seconde figurent en bleu. On voit bien les variations d'intensité sur de toutes petites distances. On va comparer ça avec une autre carte. C'est un modèle à basse résolution à partir de données collectées à la surface. On le voit bien, les informations sont moins détaillées que celles obtenues par satellite. Ce radar est le seul moyen d'obtenir des cartes aussi précises des vents. Depuis 2002, le satellite Envisat a pris la relève. À son bord, 10 instruments d'observation, dont certains dérivés de ceux des ERS. Bientôt, des satellites nouvelle génération seront en orbite.
Ce sont les sentinelles du programme GMES, qui signifie Surveillance globale pour l'environnement et la sécurité. Ce programme associe l'ESA et l'Union européenne. Au départ, ce programme sera composé de 7 satellites grâce auxquels on pourra recueillir différentes informations relatives à la mer, aux glaciers, à l'atmosphère, à la surface terrestre et à tous les changements qui s'y produisent. Tous les paramètres importants concernant l'environnement seront alors disponibles grâce à une transmission permanente d'informations. Les nouveaux satellites seront dotés d'instruments plus modernes et plus performants. Mais ERS-2 et avant lui ERS-1 auront permis, entre autres, de mieux appréhender le réchauffement climatique, notamment dans la région du pôle Nord. Au dire des spécialistes, l'héritage de ces 2 satellites est énorme. À présent, le gros du travail commence. En 20 ans, nous avons réussi à mener à bien une première mission. Nous n'avons pas perdu le contact avec les satellites. Nous avons l'équivalent de 20 ans d'informations dans nos cartons. Ces données, il va maintenant falloir les traiter encore et encore. C'est un héritage pour les générations futures. Toutes ces informations extrêmement précises, il va falloir les protéger et en même temps les adapter aux nouvelles technologies. Nous sommes le 5 septembre 2011 au centre des opérations à l'ESOC à Darmstadt. L'ambiance est lourde. ERS-2 a terminé son voyage. Il aura parcouru 3,5 milliards de kilomètres autour de la Terre. Il ne lui reste plus qu'à se désintégrer dans l'atmosphère.